nord de l'imposant système montagneux de l'Atlas. Durant ces 2 derniers millénaires, la désertification a avalé goulûment des centaines de kilomètres carrés de terres fertiles, d'oliviers et de champs de blé pour ne laisser sur son passage que sable et rocailles. La partie occidentale de l'Afrique du Nord est délimitée à l'ouest par l'Atlantique et au nord par la Méditerranée. C'est là que s'étend actuellement le royaume du Maroc, appelé sous l'Empire romain Mauritanie Tingitane. Sur cette carte, la zone sombre représente le Moyen Atlas et la zone verte, les terres aujourd'hui fertiles. Elles étaient bien plus vastes vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Des sources généreuses jaillissaient alors de l'Atlas, dégringolaient dans la vallée et se muaient en rivières déferlantes qui irriguaient la plaine où l'on rencontrait les villes de Volubilis et de Banazza, objet de notre récit. Les montagnes étaient couvertes de denses forêts de chênes verts, tandis que des champs de céréales et des oliveraies s'étendaient dans les vallées. Les cultures que nous voyons se sont déplacées beaucoup plus au nord, mais ne brûlons pas les étapes. Au IVe siècle avant notre ère, les Mauritaniens ne connaissaient de Rome que le nom et n'entretenaient avec la capitale aucune relation ni amicale ni hostile. Les premiers établissements répertoriés remontent aux Phéniciens qui, sous l'impulsion d'Anon, fondent quelques colonies sur la côte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Une fois Carthage définitivement soumise et la province de l'Africa Nova fondée par César en 45 avant notre ère, les Romains annexent le royaume du roi Massa Essil, actuellement le nord-ouest algérien. Ils le confient au berbère Bocchus Ier, roi de Mauritanie et allié de Rome. La fin de la dynastie des Bocchus marque le véritable démarrage du processus de romanisation. Octavien, l'héritier de César qui prend en 25 avant Jésus-Christ le nom d'Auguste, confie au prince Juba II la Mauritanie césarienne et peu après la Mauritanie tingitane. Mais revenons à Juba II. Il devient roi en l'an 25 avant notre ère. Son royaume aura 2 importantes capitales. Césarée, l'actuelle Cherchell, en Algérie, une ville qui donne sur la Méditerranée, et Volubilis, à 100 km à l'est de Fès. Imaginez la stupéfaction des Romains et des pèlerins devant ces cités partagées par le Decumanus Maximus, l'artère principale qui traverse la ville de l'Arc de Triomphe au Forum. N'oublions pas que nous sommes ici aux confins de l'Empire, devant la fameuse porte de Tanger. Juba II n'a jamais vu ce décor, car la ville que nous avons sous les yeux est le résultat de la reconstruction progressive des empereurs romains au 2e et 3e siècle de notre ère. Les archéologues qui ont fouillé Volubilis ont découvert de nombreux témoignages de la splendeur de ce roi. Mais qui était Juba II? Son histoire mérite qu'on s'y attarde en visitant la ville. Juba II, le fils de Juba Ier, roi de Numidie, voit probablement le jour en l'an 50 avant notre ère. Son père, allié de Pompée pendant la guerre civile, est vaincu par César à Thapsus en 46 et décide de se donner la mort pour laver cet affront. Très jeune, Juba est emmené à Rome, où il ne sera jamais considéré véritablement comme un prisonnier. Il grandit chez Octavien, qui se comporte en véritable père à son égard. Le garçonnet l'accompagne dans toutes ses campagnes. Le fils de ce roi berbère reçoit auprès d'un futur empereur romain une éducation de patricien romain. Il parle le grec et d'autres langues, manifeste un grand talent d'écrivain et rédige en grec de nombreux traités d'histoire sur la Rome antique, la Libye, l'Arabie, l'Égypte, l'Inde et l'Orient. Il compose un ouvrage en 8 livres sur la peinture, écrit des traités de philosophie, de botanique, de pharmacie, mais sa plus grande œuvre est sans conteste les comparaisons.
une sorte de dictionnaire encyclopédique en 15 livres des langues grecques et latines. Un personnage de cette envergure ne pouvait épouser que le fruit d'un mythe. Et qui s'y prêtait mieux que Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine. À son arrivée sur cette terre où foisonnait tant de richesses, Juba s'applique à favoriser l'introduction des arts, à Césarée comme à Volubilis. Volubilis se trouve à une vingtaine de kilomètres de Meknès. C'est l'archéologue français Charles-Joseph Tissot qui localise le premier le site, mais les fouilles ne sont entreprises que beaucoup plus tard. En ces temps-là, même si la France, grâce à son alliance avec le souverain du Maroc, avait conquis pratiquement tout le pays, il n'était pas très sain de s'aventurer sur ces terres où les fières tribus berbères n'acceptaient pas les étrangers, qu'ils soient français ou romains, comme nous le verrons plus tard. Les fouilles commencent en 1915 seulement, sous l'égide du service des antiquités du Maroc. Les premiers vestiges puniques affleurent et bien vite les spécialistes se trouvent devant cette cité merveilleuse, sans l'ombre d'un doute le principal site archéologique du pays. Nous voici sur le Decumanus Maximus, jadis bordé de demeures luxueuses dont la façade était souvent occupée par une boutique. Le forum est au bout de ce grand boulevard. Juba y fait édifier 2 temples jumeaux difficilement identifiables car d'autres édifices s'y sont superposés au cours du temps. Vous avez devant vous le fruit du nouvel aménagement urbain romain, défini sous le règne de Septime Sévère. Sur le côté oriental de la place se dresse la basilique à 3 vaisseaux. Derrière se trouve le Capitole. Sa construction remonte à l'an 217 sous Macrin. Le Capitole que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une restauration effectuée entre 1955 et 1962. Les images de synthèse vont nous permettre de poursuivre ce travail et de le compléter pour rendre au monument sa forme originelle. 13 marches partent du dallage de la place et mènent au seuil du temple. Ici, les innombrables découvertes effectuées au cours des siècles ont permis aux archéologues d'attester l'existence d'une colonnade composée de 4 éléments. Derrière cette enfilade, de part et d'autre de la construction, surgissent 2 autres colonnes identiques. Et derrière encore, 2 demi-colonnes sont enchâssées dans le mur de la cella, de chaque côté de la porte. Selon l'hypothèse la plus fondée, les colonnes de la façade soutenaient un tympan orné simplement d'acrotères. Tandis que les côtés est et ouest du temple arboraient de simples balustrades. Le temple de Volubilis, contrairement aux autres temples de l'Antiquité, se caractérisait par ses petites dimensions, mais également par la sobriété de sa décoration. Les colonnes de calcaire gris n'étaient pas cannelées. Elles se composaient toutes de 3 blocs empilés qui culminaient exactement à 4,92 m. Le chapiteau de style corinthien mesurait 70 cm et le socle à peine 40. La hauteur totale de la colonne était d'environ 6 mètres. Par ailleurs, on connaît également avec précision aujourd'hui les dimensions du temple. 11,20 m de long et 7,40 m de large, pour accueillir une cella de 6 mètres sur 4 à peine. Un temple donc tout petit, autour duquel se bousculaient littéralement les édifices disposés dans l'enceinte sacrée. À l'extrémité sud de la ville, nous rencontrons la plus grande huilerie découverte sur le site. Il faut savoir qu'à Volubilis, de nombreuses demeures possédaient leur pressoir. L'économie agricole de la cité et de toute la région reposait sur la production d'huile d'olive. Chez les Romains, l'huile se consommait en cuisine, mais permettait également d'éclairer les maisons et remplaçait le savon.
Les termes en étaient d'ailleurs de grands consommateurs. De surcroît, grâce au climat, la production était tellement abondante qu'on en exportait le surplus. Une richesse dont témoignent les élégantes villas de Volubilis. Retournons sur le Decumanus Maximus. La demeure la plus luxueuse est la villa du cortège de Vénus. Cette grande villa composée de plus de 8 pièces, ce qui est rare à l'époque, était certainement la demeure d'une riche famille de propriétaires ou de commerçants. Elle doit sa réputation aux mosaïques qui couvrent le sol. Voici une course de chars tirée par des oies et des paons. Et Diane se baignant surprise par Actéon. Dionysos et les 4 saisons. Les nymphes enlevant Hylas. À l'origine, 2 remarquables bustes de bronze d'époque hellénistique trônaient également à cet endroit. Celui-ci représente Juba adolescent au moment où Auguste lui offre le royaume de Mauritanie. On remarque la bande royale qui lui en serre la nuque, ainsi que les lèvres charnues et les narines dilatées qui confèrent au personnage des caractéristiques typiques des Berbères. Il devait être non seulement beau, mais également d'une intelligence à toute épreuve. Des atouts qui, on le comprend, n'ont pas manqué de séduire la belle Cléopâtre Sélénée. Le deuxième bronze représente Caton d'Utique, le malheureux adversaire de César et l'allié de Juba Ier. À l'issue de la cinglante défaite de Thapsus, il se donna la mort à Utique précisément. Le gouverneur de la province habitait également ce quartier et occupait le palais de Gordien. On accédait à la vaste demeure à 2 étages après avoir traversé un imposant portique et une file de 3 atriums donnant sur un péristyle autour duquel couraient de luxueuses salles de réception. À Volubilis, les archéologues n'ont découvert que très peu de vestiges antérieurs au IIe siècle. Ce qui peut paraître surprenant quand on sait toute l'énergie et la passion que mit Juba II à édifier cette ville magnifique. Que s'est-il passé? Pourquoi la ville a-t-elle été totalement restaurée au IIe et IIIe siècle de notre ère? Voici l'hypothèse la plus plausible. On sait que les tribus berbères n'ont jamais accepté le joug des Romains. L'histoire le prouve quand, en l'an 6 de notre ère, Auguste doit apporter son soutien à Juba II pour venir à bout des Gétules qui lui mènent depuis longtemps la vie dure. Mais les tribus nomades règnent en maître sur leur territoire, résistent à l'anéantissement et continuent de s'en prendre aux colons des fermes les plus isolées. Juba II et après sa mort en 23 son fils Ptolémée savent tenir tête aux tribus rebelles par un jeu savant de politique d'alliance. Leur origine africaine leur donnait, on s'en doute, de gros avantages. Caligula, sans aucune raison valable, fait assassiner Ptolémée en 40. On raconte qu'il voulait anéantir tous les descendants de Cléopâtre. Ce meurtre déclenche une vague de conquête qui va déferler sur tout le royaume de Mauritanie. En Tingitane, à l'ouest, elle rencontrera de nombreux obstacles. Aédémon, ministre du roi assassiné, résiste aux Romains pendant 4 ans avec son armée, à laquelle se joignent plusieurs tribus berbères. La plupart des habitants de Volubilis prennent alors Fétékos pour Rome, n'hésitant pas à oublier le roi et ses descendants, comme le rappelle une importante inscription retrouvée au forum. La ville ne souffre pas trop de cette longue insurrection, à tel point que la littérature romaine ne fait pas la moindre allusion à une bataille ou à la conquête de la cité. A-t-elle été occupée par les Romains et rasée ensuite par les Berbères? A-t-elle en revanche été démolie par les partisans de Ptolémée? Mystère. Certes, la région ne devait pas être calme, même au 1er siècle.
Sans quoi, pour quelle raison Marc Aurèle aurait-il fait élever autour de la ville, en 168, une enceinte de 2,5 km où ne s'ouvraient pas moins de 8 portes? La ville connaît un essor remarquable et sa restauration progressive, qui dure plus de 2 siècles, la propulse au rang de plus somptueux et de plus luxueux chef-lieu d'Afrique. Les témoignages de son élégante richesse confirment que les Romains ou les Berbères, déclarés citoyens de Rome, ont vécu 2 siècles fastueux. La maison d'Orphée tire son nom de la scène représentée sur le pavement du Tablinum, Orphée et les animaux. Suivent de vastes pièces dont le salon d'été avec ses bassins. Dans la maison de l'Éphèbe a été retrouvée la célèbre statue en bronze de l'Éphèbe couronnée de lierre. Des mosaïques plus belles les unes que les autres habillent également le sol. Voici la maison des colonnes et son grand impluvium rond. Puis la maison du cavalier avec sa mosaïque représentant Bacchus et Ariane et tant d'autres encore regorgeant de bronze magnifique dont un chien en position d'attaque. Un éphèbe versant qui tenait probablement une amphore en terre cuite. Un vieux pêcheur, un cheval, un cavalier. Et ces protomées qui ornaient certainement la tête de lit d'un riche marchand. D'où provenait une telle richesse? De l'agriculture et principalement de l'huile, nous l'avons déjà dit. Mais qui cultivait les oliviers? Qui gérait et administrait cet immense territoire si fertile? Cédons la parole à Auguste par le biais de cette inscription gravée sur son mausolée à Rome. Quelques 500 000 citoyens romains m'ont prêté le serment militaire. Plus de 300 000 d'entre eux ont obtenu leur congé et ont formé des colonies où ont été renvoyés dans leur municipe. Tous ont reçu des champs et une somme d'argent pour les récompenser du service rendu. La majorité des colons se compose donc de vétérans ayant achevé leur carrière militaire. On imagine aisément leur réaction quand ils apprennent que l'empereur leur octroie des champs aux confins de l'Empire dans une région inconnue, la Mauritanie, une terre hostile, lointaine et probablement difficile à travailler. Mais devant un tel paysage, on peut supposer que le sourire leur revient bien vite aux lèvres. Il faut savoir que bien des années plus tôt, Jules César avait pris les devants en envoyant des colons en Mauritanie, où il fit planter des milliers d'oliviers. Banazza et d'autres cités prospèrent. Les familles des vétérans s'enrichissent même si la plupart de leurs biens profitent directement aux familles patriciennes de la région et de Rome où ils sont tenus de vendre, en exclusivité, leurs produits à un prix fixé naturellement par la capitale Rome. Banazza occupait 2 petits mamelons, probablement construits par les colons pour échapper aux inondations très fréquentes. L'eau était certes une ressource, mais également un problème. La construction de la ville reproduit la structure ordonnée des cités romaines sans pour autant la respecter pleinement. Le conseil de la colonie se réunissait dans la basilique. Au Capitole, on vénérait Minerve et Junon. La plupart des demeures de la ville possédaient leur propre entrepôt et leur pressoir. Les meules étaient fabriquées dans une pierre volcanique que l'on extrayait à une centaine de kilomètres plus à l'ouest et que l'on acheminait en ville au moyen de radeaux navigants sur le Subur. Mais les pièces les plus intéressantes de Banazza sont les nombreux témoignages de la vie romaine de l'époque, comme ce diplôme militaire en bronze provenant de Syrie.
Il comporte une longue liste de noms de soldats qui ont servi la patrie. L'original se trouve au Capitole à Rome. Il est fort probable qu'un des militaires cités ait conservé la copie de ce diplôme pour l'emmener avec lui jusqu'en Mauritanie. Voici un autre objet de bronze. Il s'agit d'une table de patronat. Les Romains récompensaient les personnes qui avaient rendu des services utiles à la communauté en les nommant patrons. Cette table est dédiée à Quintus Claudius Ferox Aeronius Montanus, l'ancien gouverneur de la Mauritanie tingitane, nommé chef de Banazza le 10 février 162 de notre ère. Qui sait pour quel mérite? Cette autre plaque de bronze reproduit une lettre que les empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus rédigèrent en 161 et 169 à l'attention de Coedius Maxime, le gouverneur de la Mauritanie tingitane. La lettre parle de l'attribution de la citoyenneté à un certain Giuliano, un notable berbère de la tribu des Ingraises. Elle a été découverte non loin du forum de Banazza, où elle avait été affichée comme nous le ferions aujourd'hui, afin que toute la population soit informée de la nouvelle. L'une des choses qui surprend le plus ici est le nombre d'établissements thermaux exhumés jusqu'à présent. 5 au total, tous extrêmement luxueux. Cela confirme, comme nous l'avons déjà vu, que la cité était entourée de nombreuses exploitations agricoles et que les paysans qui venaient en ville les jours de marché en profitaient pour se rendre au terme. Dans la ville, les archéologues n'ont découvert aucun vestige postérieur à 270-275. Les Romains auraient donc bel et bien abandonné la ville avant cette date pour des raisons malheureusement inconnues. Un mystère qui lie Banazza et Volubilis, où plane une énigme encore plus obscure. On doit l'œuvre la plus saisissante de la cité au génie de Marc Aurèle Sébastène, qui fait ériger en 217 un arc de triomphe en l'honneur de Caracalla et de Julia Domna. Ce monument grandiose que les Arabes baptisent Xar Pharaon, le château du roi, tombera en ruine à la fin du XVIIIe siècle et sera reconstruit 2 siècles plus tard, en 1930. L'arc était coiffé d'une sculpture monumentale époustouflante, selon les termes de l'inscription que nous voyons là-haut. Cette statue en bronze représentait l'empereur sur un quadrige. Sa taille devait être impressionnante à en juger par les dimensions de ce pan de cape de l'empereur, aujourd'hui au musée de Rabat, qui mesurait 88 cm de haut et pesait plus de 16 kg. L'arc était entièrement habillé de médaillons représentant la famille impériale, et 2 fontaines flanquées de colonnes de marbre fermaient le monument. Mais arrêtons-nous encore un instant sur la cape damasquinée. On y a appliqué des feuilles d'argent, de laiton et d'autres alliages conférant des patines diverses. On y voit de fiers prisonniers de l'empereur, des lances, des boucliers et d'autres armes. Et tout cela sur un seul petit fragment. C'est dire l'émotion que devait dégager l'œuvre entière. Au IIIe siècle donc, les Romains enrichissent cette ville de monuments et de demeures merveilleuses, ornées de bronze d'une grande élégance, comme s'ils étaient intimement persuadés qu'ils ne quitteraient jamais cet endroit. Et pourtant, en 285, l'administration romaine abandonne définitivement la ville. Que s'est-il passé? Nous ne le savons pas, et comme nous l'avons déjà dit, il n'existe que très peu d'hypothèses plausibles. De surcroît, on ne peut les étayer d'aucune preuve. Banazza disparaît après le départ des Romains. Mais à Volubilis, les populations berbères christianisées restent sur place jusqu'au début du VIe siècle, quand la conquête de l'islam plonge à jamais cette cité dans l'oubli. Aujourd'hui, glissons-nous dans la peau de Juba II, ou d'un des nombreux vétérans de l'Empire. Là, dans une débauche de couleurs et de sérénité, scrutons ce magnifique horizon le cœur battant, de crainte de voir déferler de là-bas, loin dans la vallée, des hordes de tribus berbères, bien décidées à s'approprier de nouveau, et non sans raison, leur territoire.